Alors que je m'asseyais dans la salle de bal du club Edgewater, entouré d'amis et de famille, pour un instant tous les conflits entre certains membres de la famille de Madeleine et moi étaient oubliés. Son frère a fait un toast ridicule, essayant mais sans succès, de dire quelque chose de drôle et légèrement insultant à mon égard. Ça n'a pas fait rire, et tout est tombé à plat. Je n'ai pas prêté attention car il y avait de nombreux bons toasts des autres, y compris de mon frère Rich et un toast étonnamment sincère de John Washington. Dans ce club de campagne Waspese, voir ce grand homme noir faire un toast si émouvant était certainement une expérience unique. J'étais heureux d'avoir des amis comme John. Même Robert s'est joint et a fait son propre toast. Félicitations, commença-t-il. Madeleine, tu es ma seule fille, et je te souhaite joie, bonheur et succès dans la vie. Non, toujours pas de reconnaissance envers moi, mais à ce stade j'étais habitué et cela ne me dérangeait pas. Plus tard dans la soirée, alors que l'événement touchait à sa fin et que nous nous apprêtions à partir pour notre lune de miel, j'ai reçu un grand câlin et un baiser sur la joue de la maman de Mandy, Mira. Mais la chose la plus surprenante a été le bref câlin de la part du vieil homme. Il devait être ivre, ai-je pensé, alors que la limousine nous emmenait. Une autre chose à propos du mariage que je devrais noter. Environ 30 jours avant le mariage, Madeleine est rentrée à la maison, nous vivions alors dans ma maison, un peu agitée, comme si elle était contrariée par quelque chose. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle m'a dit que son père avait insisté pour avoir un contrat de mariage. Quelle différence cela fait, m'a dit. Ai-je dit. Ça n'a d'importance que si on divorce, et ça n'arrivera pas. Je lui ai dit. Elle a accepté à contre-cœur, et nous avons signé le contrat. Mais en réfléchissant au document légal, deux choses me dérangeaient. La première était que ce genre de document donnait l'impression de vous préparer à l'effondrement du mariage. La deuxième était que Robert reprenait une fois de plus de l'influence dans nos vies. Mis à part quelques soucis avec son père, notre vie de couple avait été merveilleuse. Nous vivions dans une belle maison qui était rénovée à 90%, dans un quartier agréable. Nous avions tous les deux du succès dans nos carrières, et l'argent n'était pas un problème pour nous. Nous avions des revenus et une aisance. Maddy était beaucoup plus occupée que moi, et son emploi du temps était quelque chose pour lequel nous devions toujours planifier. Mais nous avons appris à le faire avec le moins d'interruptions possible. Je savais que sa carrière lui prenait beaucoup de temps, et j'étais indépendant. J'avais ma propre entreprise, salle de sport et maison. J'étais également occupé à ma manière. Un mercredi soir, quelques mois après notre mariage, Maddy avait une sorte de réunion. Je n'ai jamais su exactement dans quel domaine se trouvaient ces entreprises, entre le droit et la politique. Les deux activités semblaient s'entremêler. Ce soir-là, John et Junior Washington, Rich, Dallas et moi nous sommes retrouvés dans un nouveau bar près du T-Mobile Park où jouent les Mariners. Soirée entre mecs. L'endroit était chic, beaucoup d'hommes en costume et de femmes en tenue professionnelle. Mais c'était dans un vieux bâtiment en briques à côté d'une ruelle, et l'atmosphère y était sombre et ombragée. Un endroit où l'on pouvait rencontrer quelqu'un au bord de l'intimité, mais peut-être pas tout à fait là. Nous 5 étions regroupés dans le hall, et nous nous sommes installés dans un coin du bar, parlant de sport et de choses que l'atmosphère n'affectait pas vraiment. Et, Rich a dit à un moment donné, n'est-ce pas le frère de Madeleine, le gars qui a fait le discours horrible au mariage? Sa tête était tournée vers une banquette dans la section restaurant du bar. J'ai tourné la tête pour regarder dans la direction où Rich regardait. Bien sûr, ai-je dit, car il semblait suivre une fille blonde qui était attirante, mais semblait un peu plus âgée que Ryan. Je pouvais voir qu'il essayait vraiment de charmer cette femme, et elle jouait aussi le jeu. J'ai remarqué son sourire artificiel et entendu son rire faux de temps en temps. J'étais entouré de ma famille et j'avais assez vu Ryan pour savoir ce qui était sincère et ce qui ne l'était pas. Nous sommes retournés à notre conversation, ne prêtant pas beaucoup d'attention à mon beau-fils connard et à sa potentielle partenaire de lit. Après un moment, j'ai remarqué que l'attention de Rich s'était détournée de notre conversation pour se concentrer là où nous avions vu Ryan. Soudain, Rich a attrapé ma main. « Oh là là » a-t-il dit. « On dirait que ton pote s'est fait prendre avec la femme d'un autre homme. »
Je me suis retourné pour regarder. Il y avait 2 gars là-bas, l'air en colère, tous deux plus grands que Ryan. Ils étaient entassés autour de la banquette que Ryan et la blonde occupaient. Je pouvais voir que l'un des gars était concentré sur la blonde, et je pouvais la voir secouer la tête de droite à gauche dans un genre de déni. L'autre gars bloquait la sortie de Ryan de la cabine, son doigt pointé vers mon beau-frère. Soudain, l'un des gars a attrapé le bras de la femme, et l'autre a tiré Ryan par l'arrière de son manteau, et ils sont tous sortis par la porte latérale. Ryan a essayé de se défendre, mais comme je l'ai déjà noté, c'est un lâche. Nous avons tous regardé le drame se dérouler et savions ce qui allait se passer ensuite. Un par un, ils se sont tous retournés pour me regarder. Enfin, John a rompu le silence. « Je sais que tu n'aimes pas ce type, » a-t-il dit, « mais il se fait tabasser, et c'est le frère de Maddie. » J'ai soupiré et regardé autour du groupe. « D'accord, » ai-je dit. « Allons sauver ce connard. » Nous sommes entrés dans la ruelle et avons vu Ryan avancer péniblement au loin. Il était à genoux, son manteau était déchiré, et sa bouche saignait. 2 gars étaient à proximité, mais la femme avait disparu. On aurait dit que sa raclée en était encore à ses débuts. « Et, les gars » leur ai-je crié en nous approchant. « C'est assez. » Tous deux se sont retournés dans notre direction, et leurs expressions en colère ont légèrement changé en nous voyant, surtout moi, John et Junior. « Ce n'est pas ton affaire, » a dit l'un d'eux. À ce moment-là, Ryan a commencé à supplier. « Billy, s'il te plaît, » a-t-il commencé. « Aide-moi. Ces 2 connards me tabassent sans raison. » Ryan a supplié. « Tais-toi, Ryan, » lui ai-je dit. « Regarde », je me suis tourné vers eux deux, tendant les paumes dans un geste suppliant. J'imagine ce qui se passe, et ils le méritent probablement, mais, j'ai dit, je voudrais te demander un service personnel. Est-ce que tu pourrais le laisser partir, s'il te plaît? Ils m'ont tous les deux regardé. Puis ils ont regardé notre groupe. Puis l'un d'eux m'a regardé à nouveau. Et, n'es-tu pas Billy Damon? A-t-il demandé. J'étais à cette coupe de pommes quand vous avez mis une raclée aux Huskies. Une courte discussion sur les Huskies détestés a commencé. Finalement, nous avons tous regardé Ryan, qui était toujours à genoux. 2 d'entre eux l'ont regardé, puis m'ont regardé. D'accord, a commencé l'un d'eux. Je pense qu'on en a fini avec lui. Mais si je te vois près de Tracy à nouveau, aucun de ces gars ne pourra te protéger. Ryan a seulement acquiescé et s'est excusé. Si tu le reprends avec elle, je t'aiderai, a dit John Washington au gars. Et c'était la fin de la situation. Les 2 gars sont partis, Ryan s'est relevé et a proposé de nous offrir un verre à tous. Non merci, ai-je dit. Il se fait tard. Mais Ryan, tu ferais mieux d'arrêter de t'amuser comme ça, surtout avec des femmes mariées. Ces 2-là pourraient vraiment te causer des ennuis, ai-je continué. Et tu sais quoi? Tu le mérites. Nous nous sommes tous éloignés et j'ai regardé en arrière un instant et j'ai vu Ryan se tenant seul dans cette ruelle, complètement perdu. Non, il n'était pas son père, ai-je pensé. Mais c'était peut-être pour le mieux. Je n'ai pas dit un mot sur la rencontre à Madeleine ou à qui que ce soit d'autre. Mais j'ai remarqué que Ryan était beaucoup plus amical quand je le rencontrais lors des réunions de famille. Lui et moi n'avons jamais parlé de l'incident dans la ruelle non plus, mais j'ai apprécié cette amabilité retrouvée. J'ai considéré l'année suivante comme une année en or. Mon entreprise se portait bien. J'avais des intérêts dans plus de 20 propriétés que j'avais converties en location directe et vendues d'autres. Tant mes liquidités que ma richesse étaient en bonne santé. Plusieurs sociétés financières me regardaient même pour voir si j'accepterais de vendre tout ou partie de mon entreprise. Ma relation avec Madeleine continuait de s'améliorer. Elle était heureuse de son travail et de certaines choses politiques qu'elle faisait, et elle s'en sortait bien. Nous avons discuté du fait d'avoir des enfants, mais elle a dit qu'il fallait attendre un peu. J'aurais probablement préféré avoir des enfants plus tôt, mais je savais que le mariage était fait de compromis et de sacrifices. Le fil conducteur profond dont Maddie ne cessait de parler était la confiance que nous avions l'un en l'autre. Confiance dans les décisions de l'autre, confiance dans les objectifs de l'autre, et surtout, confiance dans l'honnêteté de l'autre. Cela nous aidait à éviter bon nombre des conflits futiles qui peuvent survenir dans un mariage.
Un soir, quelques mois plus tard, j'ai réalisé que Maddie avait beaucoup de choses en tête. Elle était anormalement silencieuse, ne parlant pas des détails de sa journée au cabinet d'avocat comme elle le faisait habituellement. Enfin, autour d'un verre de vin, elle m'a dit ce qui la préoccupait. « Billy, l'élection pour le poste de procureur de la ville est dans 13 mois. Si je veux me présenter à ce poste, je devrais me déclarer dans les prochaines semaines. » Elle a dit, je me suis reculé et je l'ai observé. J'ai réfléchi à l'impact que sa candidature aurait sur nous. Je la verrais encore moins souvent qu'actuellement. Si c'est vraiment ce qu'elle voulait, j'étais entièrement pour. Je me suis demandé quelle influence avait son père sur cette décision. Je pensais rarement au père de Maddie et au fait qu'il me tenait rigueur. Il me semblait que me plaindre à ma femme de son père était se lamenter, mais j'avais une question pour elle. « Maddie, ai-je commencé ? Je voulais juste te demander. Est-ce ce que tu veux ou ce que ton père veut ? Ai-je demandé. En entendant ma question, j'ai vu plusieurs émotions traverser son visage. L'une d'elles était la colère. Elle est passée rapidement, mais elle était là. Billy, c'est vraiment ce que je veux. Je pense vraiment pouvoir faire une différence dans notre ville. Notre direction actuelle ne tient pas compte de la criminalité et ne protège pas les contribuables qui paient leur salaire. M'a-t-elle dit. Cela sonnait moins comme une cause et plus comme un slogan de campagne. En outre, Billy, a-t-elle ajouté, j'aurais vraiment besoin de ton aide quand je ferai cela. Et je suppose qu'elle a pris sa décision sans vraiment en discuter. J'ai essayé de rester positif face à la situation. Peut-être qu'elle pourrait faire la différence dans notre ville, et peut-être que je pourrais aider. Plus tard, en y réfléchissant, je me suis presque convaincu que tout irait bien. Au début, j'étais activement impliqué dans le processus. Le fait que mon emploi du temps n'était pas trop chargé a aidé. Il y avait tellement de petites choses à faire pour se préparer à l'élection. Pour devenir candidat, il faut remplir et déposer une déclaration de candidature, répondre aux critères d'éligibilité au moment du dépôt et être inscrit sur les listes électorales du comté. Maddie remplissait toutes ces conditions. La prochaine étape était l'annonce officielle. Le procureur de la ville sortant était un politicien judiciaire chevronné nommé Norr Gustafsson. Norr venait d'une vieille famille riche de Seattle. Il était démocrate enregistré et n'était pas considéré comme un combattant acharné contre la criminalité. Ce week-end-là, nous nous sommes réunis chez Robert et Mira à Medina pour célébrer l'entrée de Maddie dans le monde de la politique et discuter de la stratégie. En plus de la famille, Robert a invité plusieurs personnes ayant de l'expérience politique. Après le dîner, nous avons continué la discussion autour de la table. Où, laissez-moi corriger, Robert a dicté la conversation sur la candidature de Maddie. Le thème devrait être sévère envers la criminalité, a-t-il argumenté. Nous devrions souligner à quel point l'ancien Nord est devenu mou et ce qui est arrivé à nos rues et quartiers. Maintenant, a-t-il continué, nous avons besoin de personnes pour travailler sur les différentes parties de cette campagne. Et puis Robert a commencé à attribuer des tâches à différentes personnes. Mon nom n'a pas été mentionné. Robert, ai-je interrompu, je suis prêt à aider de toutes les manières possibles aussi. Il m'a regardé, pas tout à fait en fronçant les sourcils mais presque. Bien sûr, William, a-t-il commencé, je trouverai quelque chose pour que tu puisses aider. Puis il s'est détourné avec dédain, comme si ma contribution n'avait aucune valeur. Je ne pouvais m'empêcher de penser que tout ce processus reflèterait mal sur Madeleine et moi. Lundi soir, dans la salle de bal de l'hôtel du gouverneur, la campagne de Madeleine a officiellement commencé il y a quelques semaines. Robert savait comment lever des fonds. Nous l'avions. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit « nous », j'étais à peine impliqué dans le processus. Et la campagne allait être de haut niveau. Il y avait des brochures, des autocollants de campagne, des badges et des panneaux de jardin. Le slogan de la campagne disait « Faites confiance à Madeleine pour faire le travail ». L'implication était que le travail ne se fait pas et que Madeleine accorde une grande importance à la confiance. Au début, malgré Robert, je travaillais presque tous les jours au bureau de campagne du centre-ville de Seattle. Le directeur de campagne était un ancien commissaire de la ville nommé Bud Waxman. Travailler avec Bud, j'ai appris à l'aimer.
Quelques mois après le début de la campagne, alors que l'élection était encore à presque un an, Robert a organisé un sondage. Bud a dit à Robert et aux autres qu'un sondage réalisé trop tôt manque de précision. Il a dit à Robert que c'était une perte de temps. Mais Robert a quand même foncé. Les résultats ne lui ont pas plu. Selon les résultats préliminaires, North était en tête et avait 60% des voix selon le sondage. Cela a plongé Robert dans une frénésie. Bud, a-t-il commencé, visiblement en colère, il faut régler ça rapidement. Regarde, Robert, je sais que c'est ta première élection. Ne t'inquiète pas, nous avons encore largement le temps de faire passer notre message aux électeurs, a dit Bud à Robert. J'ai regardé mon beau-père quand Bud a dit cela et j'ai vu son visage rougir. Je savais qu'il était sur le point d'exploser. Bud avait enfreint la règle cardinale pour traiter avec Robert. Ne jamais être d'accord avec lui. J'avais vécu les conséquences de cet acte de première main. Les premières semaines étaient tendues. Maddie et moi avons quand même réussi à trouver du temps personnel pour notre relation, et même si c'était moins qu'avant la campagne, notre lien était toujours fort. Probablement un mois après le premier sondage, nous avons été appelés chez les parents de Madeleine pour un autre dîner politique. Les mêmes personnes qu'auparavant, son frère, ses parents, quelques amis proches, mais cette fois il y avait quelqu'un de nouveau. Un gars probablement d'environ 5 ans de plus que moi, environ 30 ans. Un bel homme au physique de mannequin. Des cheveux parfaitement coiffés, un teint clair, des dents si blanches qu'elles attirent presque le regard, et tellement confiant qu'on pourrait le qualifier d'arrogant. Je n'avais aucune idée de qui il était. Quand nous nous sommes assis pour dîner, Robert s'est levé à la tête de la table et a annoncé « J'ai de bonnes nouvelles à partager avec notre groupe ce soir ». Robert a commencé à regarder à gauche et à droite. Nous allons intensifier cette campagne. Un sourire a commencé à se dessiner sur son visage. J'aimerais présenter le groupe à notre nouveau directeur de campagne, Brandon Tiffy, a conclu Robert en se tournant vers le beau garçon et en le dévisageant. Tiffy s'est levé, essayant sans succès de feindre la modestie pendant que Robert continuait de parler. Brandon a été muté à la succursale de Seattle de l'ISC depuis notre bureau de Washington, D.C. Pendant son séjour à Washington, Brandon a acquis une vaste connaissance de la gestion de campagne politique. Bien que Brandon travaillera à plein temps pour moi à l'ISC, la plupart de son énergie sera concentrée sur la campagne, a conclu Robert. Après un moment, Ryan a demandé « Et Bud ?» Je me posais la même question. Les lèvres serrées et une expression sombre assumée sur le visage, Robert a répondu à la question. Bud est un cher ami. Il a eu une longue et brillante carrière, a déclaré Robert. Mais dans le monde d'aujourd'hui, il était évident que les idées traditionnelles de Bud, il a hésité, étaient un peu dépassées. Brandon a mené plusieurs campagnes politiques réussies en utilisant des méthodes modernes. Je pense que cela sera très utile pour le succès de Maddie. Peu de temps après, le dîner s'est terminé et les gens ont commencé à papoter en se préparant à partir. J'ai engagé une conversation avec Ryan. « Waouh !» a-t-il dit. J'ai été surpris d'apprendre pour Bud. Moi aussi, je lui ai répondu. Les empreintes de Robert étaient partout. Je me suis tourné pour trouver Maddie et lui dire au revoir. Je l'ai vue, elle, son père et Tiffy regroupés à l'autre bout de la pièce. Je me suis dirigé vers eux. J'ai rejoint le petit groupe. Robert leva les yeux, une expression agacée passant sur son visage lorsqu'il me remarqua, puis, m'ignorant, il retourna à la conversation. Billy Damon, dis-je en tendant la main vers Tiffy. Plongé dans une conversation avec Maddie, il leva les yeux, et soudain, il sembla illuminé. Son beau visage semblait s'illuminer lorsqu'il tourna son attention vers moi. Peut-être était-ce à cause de ses dents ultra blanches, mais pour une raison quelconque, tout son visage semblait s'illuminer. « Billy » commença-t-il, prononçant mon nom et serrant ma main des deux siennes. « J'ai tellement entendu parler de toi » murmura-t-il. Je pouvais imaginer ce que Robert lui avait dit à mon sujet. Après quelques mots brefs de conclusion, Maddie et moi sommes partis. C'était une vraie surprise, dis-je dans la voiture en rentrant chez nous. Maddie était assise là sans répondre, apparemment plongée dans ses pensées. « Savais-tu que cela allait se produire ?» demandai-je.
Elle fit une pause, comme elle le fait souvent, rassemblant ses pensées et réfléchissant à sa réponse. Papa parlait du changement, dit-elle en regardant par la fenêtre. Il était préoccupé par les résultats du sondage. Je n'avais pas réalisé qu'il allait le faire si tôt. Je réfléchissais maintenant en silence. Enfin, je pris la parole. « Veux-tu de ce type, Tiffy ?» demandai-je. « Étais-tu malheureuse avec Bud ?» Elle répondit presque immédiatement, avec une note de surprise dans sa voix. « Billy, j'ai besoin de remporter cette élection. J'ai des projets au-delà de ce bureau. Papa pense qu'il pourrait y avoir une opportunité de se présenter à la mairie à l'avenir. Il y a des moments où nous devons faire un changement en cours de route. Bud était quelque chose que nous devions changer, me dit-elle. Cela sonnait comme si son père parlait. J'étais perturbé par les événements de la soirée. Ses projets pour un futur poste politique, l'impact que cela pourrait avoir sur notre future famille, son père manipulant à nouveau nos vies, et enfin Tiffy. Je voyais son genre et ne lui faisais pas confiance. Pour l'instant, je gardais ses pensées pour moi. Pendant les mois suivants, la vie resta assez monotone. Tiffy se montrait rarement au bureau de campagne. Il était dirigé par une femme salariée. Son nom était Rose Greenberg. Elle était efficace et expérimentée. Quand Rose entrait dans le bureau, elle te confiait une tâche et partait. Madeleine rentrait rarement chez elle avant 21h en semaine. Les week-ends étaient un peu mieux, mais c'était bondé. Maddie me rassurait toujours en me disant que les choses changeraient après les élections. Dans les semaines qui ont suivi l'arrivée de Tiffy en tant que directeur de campagne, Madeleine mentionnait souvent son nom. Lors de nos conversations du soir sur les événements de nos journées, elle parlait souvent de Brandon Tiffy. Nous plaisantions souvent sur son physique de soap opéra et faisions des remarques du genre « Tu crois qu'il se maquille ?» Mais avec le temps, mes commentaires moqueurs à son sujet n'étaient plus suivis par Maddie. Notre connexion devenait de plus en plus tendue. J'essayais de comprendre si c'était une situation temporaire liée à la campagne ou si c'était quelque chose de plus permanent, un changement dans la relation entre Madeleine et moi. Tout au long de notre mariage et même avant, j'étais moins enclin à réagir à chaque petite chose qui aurait pu me déranger. Je croyais que la plupart des petits problèmes se résolvaient d'eux-mêmes. Parfois, on peut prendre un petit problème et en discuter jusqu'à ce qu'il prenne des proportions démesurées. Jusqu'à présent, cette approche fonctionnait dans notre relation. Je comprenais bien sûr que l'emploi du temps chargé de Maddie combiné au stress de la campagne la mettait souvent sur les nerfs. Je savais aussi que la fonction politique était importante pour elle. Lorsque j'ai laissé entendre à quelques reprises que notre connexion s'affaiblissait, elle l'a immédiatement attribué au stress de la campagne. J'espérais qu'elle avait raison. Elle organisait souvent des événements politiques en soirée. J'essayais d'y assister chaque fois que possible. Maddie et moi entrions dans la pièce en nous tenant la main, puis nous nous séparions. Elle se dirigeait vers l'avant de la pièce où un genre de podium était installé et moi je me retirais à l'arrière de la pièce en tant qu'observateur. Il y avait un événement dans une association de quartier très active mécontente du niveau de criminalité locale. Je me suis déplacé à l'arrière du bâtiment une fois de plus, où étaient rassemblées principalement des personnes d'âge moyen et plus âgées. Maddie a été présentée et avait déjà commencé à parler quand soudain la porte derrière moi s'est ouverte et quelqu'un s'est faufilé dans le bâtiment bondé. Un instant plus tard, j'ai reçu un coup dans le dos. « Bonjour, joyeux géant vert », commença la voix. Je portais un pull vert. « Pourquoi ne pas changer de place pour qu'on puisse tous les deux voir ?» me dit-elle. J'ai baissé les yeux et j'ai vu une femme petite, aux cheveux foncés, aux beaux yeux et au large sourire. J'ai acquiescé et nous avons échangé nos places dans la pièce bondée. J'ai remarqué qu'elle avait un carnet et un stylo. Finalement, le discours de Maddie et toutes les questions étaient terminés. Je savais qu'elle allait serrer la main de tout le monde pendant encore 15 minutes. Soudain, une petite femme se tourna vers moi. « Qui es-tu et que fais-tu ici ?» me demanda la petite femme. Je m'appelle Billy Damon, ai-je commencé, et je suis. Oh, je te connais, m'interrompit-elle. Tu es le mari. Avant que je puisse confirmer, elle me tendit rapidement la main. Lisa Katz, du Seattle Times, chroniqueuse politique. Elle m'a souri. Enchanté, ai-je dit. Comment trouves-tu la campagne jusqu'à présent?
commença-t-elle, et c'était comme si elle me passait un entretien, me submergeant de questions à un rythme effréné. Mais je dois dire que c'était fait de manière amicale, positive, et lors de cette brève rencontre, je l'ai appréciée. Elle était attirante, et je ne suis pas très doué pour identifier ce genre de choses, mais il émanait d'elle une ambiance distinctement gaie. D'habitude, je récupérais Maddy moi-même lors d'événements comme celui-ci, mais cette fois, elle a dû me chercher. Je discutais justement avec Lisa quand Maddy s'est approchée. J'ai remarqué Tiffy qui traînait en arrière-plan. J'ai présenté Maddy à Lisa, et dès qu'elle a compris ce que Lisa manigançait, Maddy a déployé son charme. Tiffy, toujours désireuse d'être au centre de l'attention, s'est immiscée dans la discussion, presque en se poussant devant moi. Cette rencontre improvisée n'a duré que 5 minutes environ, et alors que nous partions, Lisa m'a interpellé. Il était agréable de rencontrer Billy, et il m'a souri largement. Et puis, Maddy m'a dit qu'elle et Brandon devaient retourner au bureau et travailler sur quelque chose pour demain. Des choses comme ça arrivaient de plus en plus souvent. Je n'arrivais toujours pas à me défaire de mon aversion et de ma méfiance envers Tiffy. Il me rappelait le quarterback remplaçant qui jouait pour les Cougars quand j'étais en terminale au lycée. Le gars avait du talent et beaucoup de confiance en lui, mais il changeait souvent le jeu à la dernière minute pour essayer de jouer une scène sensationnelle qui le mettait en valeur. Environ la moitié du temps, le jeu fonctionnait, mais l'autre moitié se soldait par une interception ou par lui se faisant plaquer et perdant quelques yards. Les gars de l'équipe ne lui faisaient pas confiance, mais il y avait un certain type de fille attirée par ce genre de bravade. Et ce gars, je ne me souviens même pas de son nom, essayait de profiter autant que possible de ces filles. Je pense que c'était le regard arrogant sur son visage qui les attirait le plus. Tiffy avait la même expression. À 23 heures, je suis allé me coucher. Maddy n'était toujours pas rentrée. Plus tard, peu après minuit, j'ai été à moitié réveillé par les allées et venues de Maddy autour de moi pour se préparer à aller se coucher. Pas tout à fait réveillé encore, j'ai senti le lit bouger quand elle s'est assise, et instinctivement, dans un état semi-conscient, je me suis tourné vers elle. En me retournant, j'ai remarqué quelque chose, mais je n'ai pas eu le temps de le comprendre avant de m'endormir. Le lendemain, j'étais en sous-vêtements, regardant mon iPad, non rasé et non lavé, bien avant que Maddy n'arrive. Je voulais connaître son emploi du temps pour la journée, mais Maddy n'aime pas les matins. J'ai attendu qu'elle descende. Ce matin-là, elle était plus silencieuse et plus pressée que d'habitude. Son regard dans ma direction en entrant dans la cuisine était minimal. Quand je lui ai demandé son emploi du temps, elle m'a à peine répondu. « Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ?» ai-je demandé, car cela semblait plus qu'un simple grognement matinal. « J'ai 1 million de choses à faire. Je n'ai pas le temps de passer en revue tout mon emploi du temps avec toi, commença-t-elle, commençant à s'inquiéter. Et certains d'entre nous doivent avoir une apparence professionnelle en journée. Puis elle hocha la tête dans ma direction. Nous avions déjà discuté de la différence dans nos emplois et dans le professionnalisme auparavant, mais c'était généralement de manière plaisante. C'était la première fois que cela sonnait comme une critique. Je la regardais simplement, essayant de comprendre ce qui se passait réellement. Elle ne me prêtait aucune attention, s'agitant pour partir. Alors qu'elle sortait par la porte, je lui lançai un bonne journée. Sa réponse fut le silence. Pendant que je continuais mes activités, j'analysais ce qui s'était passé au cours des dernières 24 heures environ. Je savais que Maddy pouvait être d'humeur changeante, surtout le matin, mais généralement le soir, son humeur se normalisait et les légers désagréments n'étaient pas évoqués. Nous verrons si cela se reproduit aujourd'hui. Quelque chose d'autre me vint à l'esprit. C'était un souvenir vague que je ne parvenais pas à saisir. J'avais passé la journée à réciter une partie de mon garage. Tout au long de la journée, j'essayais de me rappeler exactement ce qui était coincé dans mon cerveau. Je n'avais pas eu de nouvelles de Maddy de toute la journée, et quand je l'ai vue arriver en voiture un peu avant 6 heures du soir, j'ai commencé à penser que nous pourrions passer une soirée normale ensemble pour changer. J'ai pris 20 minutes pour me rafraîchir et ranger mes outils. Quand je suis entré dans la maison, il était évident qu'elle était à l'étage. Je ne me lassais jamais de monter les escaliers avant, au centre de mon entrée. À mi-chemin des escaliers, j'ai entendu la douche couler.
Je suis discrètement entré dans la salle de bain. « Tu m'as fait peur, » dit-elle. « Billy, non, je dois être à Ballard pour 7 heures. Brandon viendra me chercher dans 20 minutes. » Soudain, tout a changé. « Billy, va-t'en. » Elle était vraiment en colère. « Grandis un peu et réfléchis à quelque chose, » ajouta-t-elle. Je suis sorti de la douche en silence, mais une colère que je n'avais pas ressentie depuis longtemps montait en moi. J'ai vu un changement chez ma femme pour lequel je n'étais pas préparé. Alors que je m'habillais lentement et descendais les escaliers, je réfléchissais au changement que j'avais observé. Une pensée m'a fait m'arrêter à mi-chemin des escaliers. Elle devenait comme son père. Soudain, la sonnette retentit. C'est Tiffy. Debout dans l'embrasure de la porte se tenait Brandon Tiffy, resplendissant dans son costume sombre, sa chemise blanche amidonnée et sa cravate assortie. J'aperçus mon reflet dans un vieux t-shirt gris déchiré, un pantalon taché de peinture et des sandales. Quel contraste! Billy, quelle belle maison tu as, dit-il bruyamment. Il traversa l'arcade pour entrer dans le salon, effleura les moulures en bois et le plafond orné de corniches. On aurait dit qu'il faisait mentalement l'inventaire de ma maison. À ce moment-là, Maddie descendit précipitamment les escaliers. « Brandon, commença-t-elle, nous devons y aller. » Puis, jetant un bref regard par-dessus son épaule, elle dit « Je te verrai plus tard, Billy. » Je les regardais s'éloigner en silence. À travers la porte d'entrée ouverte, je vis Maddie me regarder avec une légère inquiétude sur le visage. Puis je vis Tiffy galamment ouvrir la portière côté passager pour elle. Et puis il me regarda à nouveau. L'expression suffisante sur son visage se transforma en un sourire narquois lorsqu'il referma sa portière. Je connaissais ce regard. Il me provoquait. À un moment donné dans un avenir proche, j'allais avoir une conversation très franche avec Maddie. Ça ne me dérangeait pas de me taire et de rester en retrait dans une certaine mesure. Mais quand ce connard prétentieux, le pote de son père, me provoquait chez moi, c'était trop. J'avais besoin d'un verre, et quand j'ouvris le bar et visse la bouteille de gin que Maddie utilisait pour les martinis, le petit détail auquel je pensais vaguement devint soudain clair. Quand elle est rentrée tard la nuit dernière, je me souvins vaguement m'être tourné vers elle alors qu'elle allait se coucher. Puis je remarquai l'odeur de gin sur son haleine. Je réalisais que j'étais resté tard avec Tiffy et que je me préparais à faire campagne. Mais ce que je ne réalisais pas, c'était qu'elle préférait boire avec probablement ce type plutôt que rentrer chez elle avec son mari. Nous étions sur le point d'avoir cette conversation. J'ai fini par lui envoyer une demande de rendez-vous pour ce vendredi à 20 h chez nous. Je trouve ridicule de devoir m'adapter à l'emploi du temps de ma femme. Le sujet ? Quelque chose. J'ai été un peu surpris quand j'ai reçu rapidement une réponse positive. Peut-être qu'elle a réalisé la gravité de la situation. La réunion entre Maddie et moi ne s'est pas bien passée. Ça a commencé avec elle admettant qu'elle travaille beaucoup et ne prête pas assez d'attention à notre mariage, et j'ai apprécié cela. Mais quand nous en sommes venus aux détails, au projet à long terme, à la famille, à l'ingérence de son père dans nos vies, et enfin à Tiffy, elle s'est mise sur la défensive. Cela a provoqué la plus grosse dispute de notre mariage. Ça s'est terminé avec elle me criant dessus « Pourquoi je ne peux pas la soutenir ?» Et moi répliquant « Tu dois faire un choix. » Après quoi nous sommes allés dormir dans des chambres séparées. Les choses se sont un peu détendues au cours des jours suivants, mais il y avait toujours un grand fossé dans notre relation. Une chose que j'ai remarquée, c'est que Tiffy n'était plus mentionnée, et au début j'ai pensé que c'était une bonne chose. Plus tard, j'ai réalisé que ce n'était pas le cas. La semaine suivante, j'étais à un autre rassemblement de quartier. Il y avait une grande banderole accrochée sur le côté du bâtiment qui disait « Faites confiance à Madeleine pour mener à bien le travail ». Même si nous étions en état de guerre froide, j'ai quand même ressenti le besoin de la soutenir. Je voulais aussi garder un œil sur Tiffy. C'était un événement typique où Maddie promettait de lutter plus intensément contre la criminalité et d'augmenter la protection des citoyens. Après la fin de l'événement, Lisa Katz du journal est soudainement apparue. « Salut grand gaillard », commença-t-elle avec un large sourire contagieux sur son visage. « Comment ça va ?» demanda-t-elle. Nous avons discuté pendant quelques minutes de la campagne et de sujets plus généraux.
Je ne sais pas si c'était lié à sa profession, mais j'ai eu une légère mais inconfortable impression d'être interviewé. Enfin, elle m'a posé une question spécifique. « Dis donc, dit-elle, qui est ce type élégant ?» Et elle a fait un signe de tête en direction de Tiffy. « Comment ça ?» ai-je demandé. « Il est toujours dans les parages, et il a ce regard, dit-elle. »« Quel regard ?» demandai-je, mais je devinais déjà de quoi elle parlait. « Tu sais, le regard d'un homme et d'une femme, dit-elle, scrutant mon visage pour une réaction. » Je ne répondis rien. « Billy, juste parce que je n'aime pas les hommes ne signifie pas que je ne sais pas comment ils agissent, me dit-elle. » Je lui fis une brève étreinte et dis « Je comprends ce que tu veux dire, Lisa, mais c'est bon. » Puis je commençai à prendre congé. « Billy, déjeunons ensemble la semaine prochaine en discutant, me dit-elle alors que je partais. Je te rappellerai. J'acquiesçai, me demandant ensuite si je lui avais même donné mon numéro. Alors que l'élection approchait, même notre bref moment ensemble le week-end semblait s'estomper. Nos vies semblaient n'avoir aucun sens. Si ce n'était pas pour cette campagne politique, j'aurais pu soupçonner quelque chose. Et bien que je voulais chasser ces pensées, je n'y arrivais pas. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser la position précaire de notre relation. L'élection était encore à quelques mois, et plusieurs événements se sont produits qui ont affecté notre relation. Lundi, j'ai reçu un appel de mon frère Rich. Rich était très excité. Il avait demandé Leslie en mariage. « Billy, commença-t-il, nous organisons une fête de fiançailles vendredi soir au Récif. Nous avons réservé le bar arrière. Il y aura beaucoup de monde, et je veux vraiment que toi et Maddie soyez là. » Rich, je suis d'accord, dis-je. Félicitations. Tu connais l'emploi du temps de Maddie en ce moment. Je veillerai à ce qu'elle vienne, lui dis-je. Billy, il est très important que toi et Maddie soyez là. Je veux que tu sois mon témoin, me dit-il. J'ai compris à quel point c'était important pour Richie. Maddie et moi étions sa famille, et il voulait partager son bonheur avec ceux qui lui étaient les plus proches. Étonnamment, j'ai réussi à joindre Maddie quand je l'ai appelée pour lui parler des fiançailles de Richie. Il y avait toujours une certaine distance entre nous, mais quand elle a appris pour Rich et Leslie, elle s'est animée. « Quand est-ce que ça va avoir lieu ?» demanda-t-elle. Je lui ai dit quand et où, et elle m'a demandé d'attendre pendant qu'elle vérifiait son agenda chargé. « Tu sais, a-t-elle commencé, cela pourrait fonctionner. Je pourrais être un peu en retard, mais je prévois simplement de te retrouver là-bas, m'a-t-elle dit. Je l'ai remerciée. Je pensais peut-être que les choses s'amélioraient. Elle a compris à quel point sa présence à cet événement était importante pour moi. Rich était extrêmement excité, sachant que l'agenda chargé de Maddie et le fait qu'elle avait priorisé ses vacances avec Leslie. Je suis arrivé au Récif tôt, j'ai aidé à installer les décorations et j'ai même acheté un gâteau. Un peu avant 7 heures, les gens ont commencé à arriver. Rich et Leslie sont entrés pile à 7 heures, et j'ai pu voir à quel point il était heureux d'être entouré de ses proches. Leslie et moi allons recréer la demande en mariage devant tout le monde, mais je veux attendre que Maddie arrive, m'a-t-il dit. J'ai regardé ma montre. 19h15, je savais qu'elle avait l'habitude d'être un peu en retard. À 19h45, je l'ai appelée, messagerie vocale. À 8h, Rich m'a demandé où elle était. J'ai rappelé 15 minutes plus tard. Le résultat était le même. Quelques minutes plus tard, je me suis approché de Rich. « Rich, on dirait que Maddie est occupée avec quelque chose. Tu ferais mieux de faire ta demande maintenant pendant que tout le monde est là, lui ai-je dit. » Il m'a regardé en silence, une déception a traversé ses yeux un instant, mais ensuite il a accepté. Pour le reste de la soirée, j'ai agi normalement, ne révélant pas mon malheur à ma femme. Mon esprit était constamment tourmenté par des pensées sur l'importance de sa confiance pour elle et sur la manière dont ma confiance en cette confiance vacillait à bien des égards. La fête s'est terminée vers 22h et quand je suis arrivé à ma voiture sur le parking du Récif, il devait être environ 22h30. Avant même de pouvoir quitter les lieux, mon téléphone a sonné. Maddie. Billy, a-t-elle commencé. Il y avait un peu de tumulte en arrière-plan. C'était difficile à entendre. J'ai une excellente nouvelle, a-t-elle continué.
Nous venons de lire les derniers sondages. Je suis à 56% contre 39% pour North. Billy, c'est une si bonne nouvelle, s'est-elle exclamée. Je suis resté silencieux. Billy, tu es là. As-tu entendu ce que j'ai dit? Demanda-t-elle. Maddie, dis-je d'une voix douce et calme. Tu as vraiment déçu Rich ce soir. Il s'attendait à te voir à la soirée de fiançailles. J'ai délibérément utilisé le mot qu'elle appréciait tant. Confiance. Oh, c'est vrai. C'était ce soir. Je suis désolé. Je vais leur envoyer à tous les deux une note d'excuse. Dit-elle, c'est juste que mon père m'a demandé de faire cette enquête et les résultats ont commencé à arriver tard ce soir. C'est une très bonne nouvelle. Sa voix s'éleva. Elle était excitée par les résultats. J'ai fait une pause avant de répondre. Félicitations, lui dis-je doucement. Elle pouvait sentir que je n'étais pas content. Oh, Billy, commença-t-elle. Je vais me faire pardonner. Nous nous retrouvons au bar du gouverneur pour boire un verre de célébration. Viens s'il te plaît, supplia-t-elle. Avant que je puisse répondre, une voix intervint. Maddie, allons-y. J'étais sûr que c'était Tiffy. J'ai raccroché. Je savais que lorsque Maddie déciderait de se présenter aux élections, quelque chose devrait être sacrifié. Je savais aussi qu'en épousant Madeleine, quelque chose devrait être sacrifié même avant qu'elle ne se présente aux élections. Mais jusqu'à présent, les sacrifices que j'ai faits ont été visibles et Maddie m'a montré qu'elle les appréciait. Cela semble changer. J'avais supposé que nous trinquerions au gouverneur et que ce serait tout. J'avais prévu d'avoir une conversation calme mais sérieuse sur quelques sujets quand elle rentrerait à la maison. Mentalement, j'avais déjà réfléchi à ce que je voulais dire. Le problème était qu'elle n'est jamais rentrée à la maison. J'ai fini par aller me coucher à 1h30, en dormant de façon agitée et en me réveillant à 6h45. J'ai vérifié les chambres d'amis et l'entrée. Elle n'était pas rentrée. Je me suis inquiété. J'ai appelé son téléphone et lui ai laissé un message vocal. M'a dit, est-ce que ça va? Appelle-moi s'il te plaît. Environ 1 heure plus tard, j'ai reçu un message. Ça va. Nous rentrerons plus tard. Mon anxiété a commencé à se transformer en colère, mais je suis resté calme. Finalement, elle est rentrée, l'air fatigué et avec la gueule de bois. Jusqu'à il y a quelques mois, je n'aurais pas eu de questions sur la raison pour laquelle elle était sortie toute la nuit. En ce jour-là, je n'avais pas cette certitude. La chose principale dont nous avions parlé au début était la confiance. Maintenant, des fissures commençaient à apparaître dans ma confiance. Elle est descendue dans sa robe après sa douche, toujours fatiguée. Je veux juste passer une journée tranquille à la maison. Pas de téléphone, pas d'interview. Personne n'a besoin de moi pour quoi que ce soit. Elle s'est affalée sur le canapé, fermant les yeux et appuyant sa main sur son front. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, adossée à l'arcade, et je l'ai observée en silence, l'étudiant. Elle n'allait pas s'en sortir aussi facilement. Alors, qu'est-il arrivé la nuit dernière? Ai-je demandé doucement. Toujours la même hésitation familière, mais cette fois, elle entrelaçait soigneusement les faits avec ce qu'elle voulait me révéler. Enfin, elle répondit. Plus tôt dans la semaine, mon père a commandé une enquête, mais Brandon ne m'en a pas parlé. En milieu de journée, papa est venu au bureau pour attendre les résultats du sondage. Au bureau de campagne, ai-je demandé. Non, nous avons loué un espace dans l'immeuble à côté de celui du gouverneur, m'a-t-elle dit. Je me suis aussi souvenu, et je ne me rappelle pas où j'ai entendu cela, mais c'était le même bâtiment où habitait Tiffy. Peut-être que son appartement était un bureau. Elle m'a ensuite donné une version précipitée des événements. Son père, Brandon, et quelques autres continuaient à recevoir des informations positives sur la façon dont elle était interviewée. À un moment donné, quelqu'un a ouvert une bouteille de champagne et finalement le groupe du bureau et quelques autres se sont dirigés vers le bar du hall de l'hôtel du gouverneur. Billy, je suis tellement désolé d'avoir oublié Rich et Leslie, m'a-t-elle dit. Le fait qu'elle ait manqué la fête de fiançailles de Rich commençait maintenant à sembler insignifiant par rapport à ce qui aurait pu se passer la nuit dernière. D'accord, ai-je dit. Alors, que se passe-t-il maintenant? Quoi? Demanda-t-elle. Eh bien, j'ai commencé. Nous sommes passés de l'idée d'aller au bureau du gouverneur à toi,
arrivant après une longue nuit loin de la maison. Soudain, elle m'a regardé, a vu que je l'observais et s'est détournée. Ma faute? J'ai trop bu et j'ai fini en centre-ville, a-t-elle dit. D'accord, lui dis-je toujours calmement. Des détails? Elle resta silencieuse pendant 1 minute. Tu m'accuses de quelque chose? Maintenant sa voix s'éleva. Tu ne me fais pas confiance? J'ai pris une décision après avoir célébré un événement important et maintenant je dois me justifier. Maintenant elle était en colère, mais ce n'était pas tout à fait juste. Je n'ai pas besoin de me justifier auprès de toi ou de quiconque, cria-t-elle. Quand j'étais en 2e année à l'université de l'État de Washington, j'ai dû passer un examen d'anglais, j'ai donc suivi un cours intitulé « Hamlet, le fantôme de Shakespeare ». J'ai adoré ce cours et j'ai retenu certains moments. Je me souvenais d'une phrase de la pièce qui disait ceci: « La dame proteste trop ». Le sens était parfaitement clair. Et c'est ce que je ressentais se produire ici aujourd'hui. Pour cacher sa culpabilité potentielle, elle feint l'indignation face à ma question. J'espère vraiment que nous pourrons discuter des événements de la nuit dernière en toute tranquillité, lui dis-je d'un ton calme. Sur ces mots, elle se leva brusquement sans me regarder dans les yeux et monta les escaliers de l'entrée vers le 2e étage. Et j'entendis la porte claquer. Pour le reste du week-end, nous ne nous sommes pas vraiment parlé. Le lundi, notre communication était devenue minimale. Lundi matin, je visitais une maison potentielle à Tacoma. J'ai reçu un appel téléphonique intéressant. Je ne reconnaissais pas le numéro. L'indicatif régional n'était pas local. Bonjour, Bill. Je m'appelle Elliot Boucher de Global Management. Aurais-tu quelques minutes pour discuter? M'a-t-il demandé. Il m'a dit que Global Management était une grande société d'investissement avec de nombreuses filiales et qu'il était intéressé à discuter de mon entreprise. J'avais reçu des demandes similaires au fil des ans, et bien qu'elles fussent flatteuses, je n'étais pas intéressé par la vente. Merci pour votre intérêt, Monsieur Boucher, ai-je commencé. Mais je ne suis pas intéressé à vendre mon entreprise. Je lui ai dit cela, pensant que c'était pratiquement la fin de la conversation. Bill, a-t-il dit, je sais que tu as construit quelque chose de formidable, mais je ne parle pas de te racheter. J'ai d'autres idées. Il a continué. Retrouvons-nous pour déjeuner mercredi. J'ai quelque chose à discuter avec toi. J'étais curieux, alors j'ai accepté l'invitation pour déjeuner. Cela pourrait être intéressant, me suis-je dit. Mardi soir, Madeleine a annoncé qu'elle avait un rassemblement en centre-ville mercredi et rentrerait tard à la maison. Je pense qu'elle essayait de me mettre à l'aise en me prévenant de son emploi du temps à l'avance. Mais ça n'a pas fonctionné. Je sens toujours que j'aurais dû avoir une explication plus détaillée sur le week-end dernier. Elle m'a également dit que son père avait prévu un autre dîner dimanche soir, une sorte de célébration des nouvelles du sondage. Je ne voulais pas y aller, mais de tels événements étaient obligatoires. J'ai rencontré Elliot Boucher au Nouvel Bistrot en centre-ville de Seattle à 13h. Boucher ne ressemblait ni à Tiffy ni même à Robert, mon beau-père. Il avait des lunettes à monture sombre, un costume mais pas de cravate, et un regard sérieux et intelligent. Ma première impression a été positive, après quelques politesses, nous sommes passés aux affaires. Bill, globalement, travaille dans la gestion d'argent pour de grandes organisations telles que des fonds de pension et des investissements publics. Ce serait inhabituel pour nous de travailler avec des particuliers, a-t-il continué. Nous cherchons toujours des moyens différents pour maximiser les rendements pour nos clients. J'ai entendu parler de votre croissance et vu ce que vous avez réalisé. C'est impressionnant. J'étais flatté, mais méfiant en même temps. Elliot, ai-je commencé. Merci pour vos commentaires, mais je ne veux pas vendre mon entreprise. Je lui ai dit cela à nouveau. Il a ensuite poursuivi son explication. Il ne voulait pas acheter 100% de mon entreprise, seulement un pourcentage. Il a dit que cela ne le dérangeait pas. Tant que je gardais la majorité, nous trouverions un accord. Il voulait que je travaille pour lui et crée un département immobilier dans l'un de leurs bureaux locaux. Il a parlé des opportunités que j'aurais en conservant un pourcentage dans mon entreprise et en la voyant croître. J'étais intéressé. Nous avons fini par discuter pendant plusieurs heures. Il a dit qu'il allait préparer quelque chose et me le donner d'ici la fin de la semaine.
J'étais définitivement intéressé. J'ai décidé que je voulais aller au rassemblement de Maddie ce soir. Pas tellement pour la soutenir, mais pour garder un œil sur elle. Je me suis assis dans l'un des nombreux Starbucks de Seattle et j'ai réfléchi aux événements récents de ma vie en attendant l'heure de début du rassemblement politique de ce soir. Je me demandais si mon mariage était en train de se briser, et si ce n'était pas le cas, quelles seraient les implications pour Maddie et ma vie si elle se présentait à la mairie à l'avenir. Ensuite, j'ai pensé à Tiffy, ou plutôt à Maddie et Tiffy. Se passe-t-il quelque chose? Connaissant Maddie, cela semblait improbable, mais les signes étaient sûrement là. Enfin, je me suis interrogé sur la réunion avec Elliott Boucher. De tout ce qui se passait dans ma vie en ce moment, c'était le seul aspect positif. Le rassemblement politique avait repris dans la grande salle de conférence de l'hôtel du gouverneur. Une lumière tamisée brûlait à l'arrière. J'étais sûr que Maddie ignorait ma présence. J'étais dans l'obscurité à l'arrière de la salle, efficacement caché par les puissants projecteurs de la scène. L'endroit parfait pour observer l'action et réfléchir à Madeleine et Tiffy. Le projecteur était braqué sur Maddie alors qu'elle se dirigeait vers le pupitre. De grands drapeaux. Croire en Madeleine. Devant les grands drapeaux. J'ai vu Tiffy et Robert d'un côté du pupitre. Ils chuchotaient entre eux, des sourires triomphants illuminant leurs visages. Ils pensaient avoir remporté cette élection. Et à ce moment-là, il semblait qu'ils l'avaient fait. Maddie a passé les 30 prochaines minutes à parler de la manière dont elle allait être dure envers la criminalité, comment nous devons nettoyer les rues et ne pas laisser les criminels s'en tirer facilement. Il doit y avoir des mesures dissuasives pour les criminels. Et ainsi de suite. J'avais tellement entendu tout cela que j'en avais assez. Soudain, j'ai senti un coup de coude sur le côté. Et, grand gaillard, c'était Lisa Katz, la journaliste. J'ai entendu dire que vous obtenez des résultats positifs dans les sondages. C'est ce qu'ils disent, ai-je répondu. Je pense que Lisa a remarqué ma réponse moins enthousiaste. Elle m'a étudié un moment, ses yeux sombres scrutant mon visage. Ce n'est pas ce que j'appellerais une expression de gagnant pour un grand gaillard, m'a-t-elle dit. À ce moment-là, elle a regardé son iPhone, un appel entrant. Il faut que j'y aille, Billy. Passe-moi un coup de fil. Allons déjeuner. Je connais un super restaurant. Tu as mon numéro. Elle m'a regardé puis a finalement disparu dans la foule. Les choses se calmaient sur scène et j'ai tourné mon attention vers Maddie. Tiffy se tenait à côté d'elle, souriant, dévoilant ses dents blanches. Je l'ai vu chuchoter quelque chose à son oreille. Quelques personnes de l'audience s'approchaient d'elle pour poser des questions. J'ai suivi leur langage corporel, à tous les deux, Maddie et Tiffy. Il y avait une sensation de familiarité agréable entre eux. Ils étaient serrés l'un contre l'autre, dans leur bulle, mais peut-être qu'à un observateur extérieur, ils ne semblaient pas déplacés. Mais moi, je pouvais voir les regards échangés. De petits signes d'intimité entre eux. La proximité affectueuse qui manquait cruellement dans ma relation avec Maddie semblait avoir été remplacée par une proximité avec Tiffy. J'ai réalisé que c'était la fin de l'événement et j'ai voulu continuer à observer Maddie et Tiffy. Bien sûr, c'était une enquête amateur, mais je devais rassembler autant de faits que possible. J'ai trouvé une porte sombre dans l'un des bâtiments de la rue d'où je pouvais les voir sortir de la salle de réunion. Octobre marquait officiellement le début de la saison des pluies dans la région de Puget Sound. Cela durerait jusqu'en mai. En général, je n'aime pas la pluie, mais aujourd'hui, elle a aidé mes observations discrètes. Après un moment, je les ai vus quitter la salle de réunion et se précipiter à travers la rue, la tête baissée pour se protéger de la pluie. Tiffy a jeté son manteau sur le dos de Maddie. Au début, je ne pouvais pas dire s'il la serrait dans ses bras ou s'il lui lançait simplement son manteau pour la protéger de la pluie. Lorsqu'ils ont atteint l'auvent de la maison voisine du gouverneur, le manteau est tombé du dos de Maddie. Mais maintenant, son bras l'entourait incontestablement. Et en entrant dans le bâtiment, j'ai vu son bras passer autour de sa taille. Voir ce contact intime m'a stoppé net au milieu de la rue du centre-ville de Seattle. Jusqu'à ce moment-là, sa vie avec Tiffy n'était qu'une théorie lointaine. Rien n'avait été officiellement confirmé encore, mais de par mes observations, il y avait eu un changement majeur dans ma confiance envers le mariage.
En retournant à ma voiture garée, j'ai remarqué l'heure. 20h21. Une vague de tristesse m'a envahi en pensant à ce que j'avais vu ce soir-là. Il me semblait que mon mariage avec cette femme pour qui j'avais de l'affection et pour qui j'en avais toujours, s'éloignait. Et s'éloigner était ce qu'elle m'avait toujours dit être si important. La confiance. En rentrant chez moi, j'étais submergé par la tristesse. Il y avait bien sûr de la colère, et pour des raisons évidentes, Tiffy était la cible principale. Suivi par Robert. Mais plus que tout, je voulais lui parler. Je voulais voir s'il y avait un moyen de réparer notre mariage qui s'effritait. Une chose était certaine. Si je découvrais qu'elle s'amusait avec Tiffy, ce serait fini. J'avais prévu d'avoir une conversation objective avec elle et je voulais des réponses franches. Mais à 22h, assis et attendant, la fatigue de toutes les émotions de la journée m'a rattrapé et je me suis endormi profondément dans le salon. En me réveillant jeudi matin, j'étais désorienté. Les événements de la veille ressurgissaient lentement dans mon esprit. Je pouvais dire que Maddy était rentrée, mais ce ne pouvait pas être avant 22h15, c'était la dernière chose dont je me souvenais avoir vérifié l'heure avant de sombrer. La grande question était, que faisait-elle entre 20h30 et 22h30 hier soir? Au cours des jours suivants, j'ai essayé de parler à Maddy quelques fois, mais je voulais que la conversation soit brève et non précipitée. Avec le téléphone qui sonnait constamment et son emploi du temps chargé alors que les élections approchaient, le bon moment ne se présentait pas. Ce moment viendrait, je me le suis promis, et bientôt. À cette époque, je commençais mentalement à m'éloigner du mariage. Rien que d'y penser me rendait triste, mais à un moment donné dans toute situation où la fin peut être proche, on commence à envisager des plans alternatifs. J'ai commencé à imaginer une vie sans Maddy. C'était une pensée triste. Le dimanche soir, nous n'étions toujours pas assez proches pour parler. Ce soir, il y avait un dîner familial facultatif chez Robert et Mira. Maddy et moi y sommes allés ensemble, seuls ensemble pour la première fois depuis plus d'une semaine. Je savais que ce n'était pas le moment de lui demander en détail ce qui s'était passé mercredi soir et ce qu'elle et Tiffy avaient fait après le rassemblement politique. À la place, je lui ai parlé de ma rencontre avec Elliot Bocher pour la première fois. Elle semblait vraiment intéressée par l'événement. Le vendredi, Elliot m'a envoyé par email sa proposition. Il y avait en fait différentes options dans la proposition. Celle qui m'intéressait le plus était celle où Global achetait 67% de mon entreprise. À un prix très généreux, je signerais ensuite un contrat de travail de 5 ans pour travailler dans une succursale de l'un de leurs bureaux locaux. Le package salarial serait dans la gamme des 6 chiffres, et en plus de cela, il y aurait une participation aux bénéfices et un bonus annuel. Je ferai examiner l'offre par Landon la semaine prochaine, ai-je dit à Maddy. Billy, c'est excitant, a-t-elle dit en soupirant. Une fois les élections terminées, nous devrons nous retrouver. Tu devras juste être patient avec moi. Je n'ai rien répondu. Je me demandais s'il y avait une chance que notre mariage survive. De petites cloches d'espoir tintinabulaient de manière optimiste. Peut-être que ça pourrait marcher. Je me suis promis à nouveau que si elle avait eu des relations sexuelles avec Tiffy, c'était définitivement fini. En entrant dans la maison de ses parents à Medina, j'ai ressenti un mélange d'émotions. Son père Robert était de bonne humeur pendant le dîner. La même compagnie était toujours là. Sa famille, y compris son frère Ryan, quelques amis influents de la famille, et bien sûr le chouchou de Robert, Brandon Tiffy. Nous nous sommes tous rassemblés en petits groupes dans le salon pour l'apéritif avant le dîner. J'ai passé tout mon temps à discuter avec Ryan. C'était un peu étrange. Depuis que nous avons aidé Ryan cette nuit-là dans la ruelle, il était devenu une personne beaucoup plus agréable. Fini le faux bravado. Son humilité était rafraîchissante. J'ai remarqué une chose intéressante. À un moment donné, je l'ai vu regarder Tiffy. Tiffy parlait à l'un des amis de Robert, ce dernier a dit quelque chose, et Tiffy a éclaté de rire faux. C'était tellement évident que j'ai lancé un regard noir à l'imbécile souriant. Tout comme le bruit de Tiffy a attiré mon attention, Ryan a aussi remarqué et a levé les yeux vers cette interruption bruyante. J'ai observé l'expression légère sur le visage de Ryan se transformer en une grimace amère alors qu'il regardait Tiffy. Je savais que Ryan,
Tiffy et Robert travaillaient ensemble à l'ISC. Je n'avais simplement pas réfléchi à la manière dont ils interagissaient au travail. À en juger par l'expression sur le visage de Ryan, je pouvais deviner que cette interaction n'était pas positive. Il y a un vieux proverbe du Moyen-Orient qui dit quelque chose comme ça. L'ennemi de ton ennemi est ton ami. Je viens peut-être de trouver un nouvel allié. Au dîner, Robert était dans une forme rare. Porté par les résultats positifs des sondages, Robert délirait comme si Maddie avait déjà remporté l'élection. Visage rougissant, large sourire, verre de vin à la main, il s'est adressé à ses invités. « Ce que ma petite fille a accompli, commença-t-il, en regardant ensuite Maddie, est tout simplement incroyable. Quand cette jeune dame décide de faire quelque chose, par Dieu, elle le fait. » Il leva son verre sous les applaudissements de Tiffy. « Je n'ai jamais été aussi impressionné par un jeune que par Madeleine, proclama-t-il. » Assis à l'extrémité de la table, j'ai remarqué le regard sur le visage de Ryan. J'imaginais que pendant toute leur enfance, Madeleine avait toujours été l'enfant préféré. Ryan n'avait jamais été à la hauteur des hautes exigences de son père. Mes pensées ont été interrompues par les déclarations supplémentaires de Robert. À quelques semaines seulement des élections, je tiens à vous remercier tous pour votre soutien. Ses yeux parcouraient la table, ne croisant jamais les miens ni ceux de Ryan. Le message était clair. Nous étions ignorés et inutiles. C'était intéressant. J'avais tant méprisé Ryan que je n'avais pas remarqué son faible statut dans ma propre famille. Cela me fit l'aimer encore plus. Et une personne qui a joué un rôle clé dans le succès de Madeleine, continua Robert en se tournant vers Tiffy avec un sourire encore plus grand. Brandon, mon garçon. Il lui tapota l'épaule. Nous te sommes tous très reconnaissants d'être ici, et pour tout ce que tu as fait. Pendant que Robert disait tout cela, je vis Ryan presque frémir devant les éloges abondants adressés à Tiffy. Des mots comme cela, me dit mon intuition, étaient quelque chose que Ryan voyait rarement. Mais ce n'était pas tout ce que j'avais remarqué. Mon regard se porta sur ma femme. Alors que son père continuait à louer Tiffy, ses yeux le contemplaient avec adoration. Je connaissais ce regard. C'était moi d'habitude qui recevais ces regards d'elle. Pas tellement ces derniers temps, pensais-je. Et puis je me tournai vers Tiffy. Il regardait Madeleine avec tant d'amour et de désir dans les yeux comme s'il était les seuls dans la pièce. Mes réflexions furent interrompues par Robert. « Amis, famille, tout le monde » annonça-t-il d'une voix qui résonna dans la salle à manger. « Un toast. »